Chapitre 4. Quelle pauvre girouette nous sommes! Moi qui avais résolu de me libérer de tous rapports sociaux et qui bénissais ma bonne étoile de m'avoir fait enfin découvrir un endroit où de tels rapports sont à peu près impossibles, moi, faible créature, après avoir lutté jusqu'au crépuscule contre l'abattement et la solitude, j'ai été vaincu et forcé d'amener mon pavillon. Sous prétexte de demander des indications sur ce qui était nécessaire à mon installation, j'ai prié Miss Dean, quand elle a apporté mon souper, de s'asseoir pendant que je mangeais. J'espérais sincèrement que j'allais trouver en elle une vraie commère et que, si elle ne me tirait pas de ma torpeur, elle finirait au moins par m'endormir. « Vous êtes ici depuis très longtemps ?» ai-je commencé. « N'avez-vous pas dit depuis 16 ans ?»« 18, monsieur. Je suis arrivé au moment où ma maîtresse se mariait, pour faire son service. Après sa mort, le maître m'a conservée comme femme de charge. »« Vraiment ?» Un silence a suivi. Elle n'était pas fort bavarde, craignais-je, sauf peut-être quand il s'agissait de ses propres affaires qui pouvaient difficilement m'intéresser. Cependant, après s'être recueillie un instant, un poing sur chaque genou, un nuage méditatif sur sa figure rubicombe, elle s'est écriée. « Ah, les temps ont bien changé depuis lors. »« Oui, ai-je remarqué. Vous avez dû voir beaucoup de transformations, je suppose. »« Sans doute, et de souffrances aussi. »« Oh, je vais amener la conversation sur la famille de mon propriétaire, ai-je pensé. Bon sujet à mettre sur le tapis. J'aimerais savoir l'histoire de cette jeune et jolie veuve. Est-elle native de cette contrée ou, comme il est plus probable, est-ce une étrangère que les indigènes hargneux ne veulent pas reconnaître comme des leurs? Dans cette intention, j'ai demandé à Miss Dean pourquoi Heathcliff louait Thrushcross Grange et préférait de vivre dans une situation et une demeure si inférieures. N'est-il pas assez riche pour entretenir convenablement la propriété? Riche, monsieur? Personne ne sait ce qu'il a d'argent, et chaque année sa fortune s'accroît. Oui, il est assez riche pour vivre dans une maison plus luxueuse même que celle-ci, mais il est plutôt serré. S'il avait eu l'intention de venir s'installer à Thrushcross Grange, il aurait suffi qu'il entendît parler d'un bon locataire pour qu'il ne pût se résigner à laisser échapper la chance de gagner quelques centaines d'écus de plus. Il est étrange qu'on puisse être aussi cupide quand on est seul en ce monde. Il avait un fils, je crois. Oui, il en avait un. Il est mort. Et cette jeune dame, Miss Heathcliff, est la veuve de ce fils? Oui. D'où est-elle originaire? C'est la fille de mon défunt maître, monsieur. Catherine Linton était son nom de jeune fille. Je l'ai élevée, la pauvre enfant. J'aurais souhaité que monsieur Heathcliff vînt habiter ici pour que nous nous fussions trouvés réunis. Quoi? Catherine Linton? Me suis-je écrié avec étonnement. Mais une minute de réflexion m'a convaincu que ce n'était pas mon fantôme de Catherine. Alors, ai-je poursuivi, mon prédécesseur s'appelait Linton? Parfaitement. Et qui est cette Earnshaw? Hareton Earnshaw, qui habite avec monsieur Heathcliff, sont-ils parents? Non, c'est le neveu de feu Miss Linton. Le cousin de la jeune femme, par conséquent? Oui, et son mari était son cousin aussi. L'un du côté de la mère, l'autre du côté du père. Heathcliff a épousé la sœur de monsieur Linton. J'ai vu à Hurlevent le nom de Earnshaw gravé au-dessus de la porte principale. Est-ce une vieille famille? Très vieille, monsieur. Hareton en est le dernier rejeton, comme notre Miss Cathy est le dernier de la nôtre. Je veux dire de celle des Linton. Vous avez été à Hurlevent? Je vous demande pardon de ma curiosité, mais je serais contente de savoir comment elle va. Miss Heathcliff? Elle avait l'air fort bien portante, et c'est une jolie femme.
Pourtant, elle ne paraît pas très heureuse. Oh Dieu, cela ne m'étonne pas. Et qu'avez-vous pensé du maître? Un gaillard plutôt rude, Miss Dean. N'est-ce pas là sa caractéristique? Rude comme un tranchant de scie, dur comme du basalte. Moins vous aurez affaire à lui, mieux vous vous en trouverez. Il doit avoir eu des hauts et des bas dans l'existence pour être devenu si hargneux. Connaissez-vous quelque chose de son histoire? C'est celle du coucou, monsieur. Je la connais tout entière, sauf que j'ignore où il est né, qui étaient ses parents, et comment il a fait sa fortune dans le début. Arton a été jeté hors de son nid comme un jeune moineau. Le malheureux garçon est le seul dans toute la paroisse à ne pas se douter de la manière dont il a été frustré. Eh bien, Miss Dean, ce serait faire œuvre charitable que de me raconter quelque chose de mes voisins. Je sens que je ne dormirai pas si je vais me coucher, ainsi donc, soyez assez aimable pour vous asseoir et bavarder une heure. Oh, certainement, monsieur. Je vais aller chercher mon ouvrage et je resterai ensuite autant qu'il vous plaira. Mais vous avez pris froid. Je vous ai vu grelotter et il vous faut un peu de gruau pour chasser le mal. La digne femme est sortie d'un air affairé et je me suis rapproché du feu. J'avais la tête brûlante et le reste du corps glacé. De plus, mes nerfs et mon cerveau étaient en proie à une surexcitation voisine de l'égarement. J'en éprouvais non pas un sentiment de malaise, mais plutôt la crainte, que je ressens encore maintenant, d'effets sérieux consécutifs aux incidents d'aujourd'hui et d'hier. Miss Dean est revenue bientôt avec un pot fumant et sa corbeille à ouvrage. Elle a placé le pot sur la grille de la cheminée et rapproché sa chaise, manifestement heureuse de me trouver si sociable. Avant de venir habiter ici, a-t-elle commencé sans attendre une nouvelle invitation à raconter son histoire, j'étais presque toujours à Hurlevent. Ma mère avait élevé M. Hindley Earnshaw, le père de Arton, et j'avais pris l'habitude de jouer avec les enfants. Je faisais aussi les commissions, j'aidais au foin et je rôdais autour de la ferme, prête à tout travail qu'on voudrait me donner. Une belle matinée d'été, c'était au début de la moisson, je me rappelle, M. Earnshaw, le vieux maître, descendit en tenue de voyage. Après avoir indiqué à Joseph sa tâche pour la journée, il se tourna vers Hindley, vers Cathy et vers moi. J'étais en effet assise à prendre mon porridge avec eux, et dit en s'adressant à son fils. « Eh bien, mon bonhomme, je m'en vais à Liverpool aujourd'hui. Que faut-il te rapporter? »« Tu peux choisir ce que tu voudras, mais que ce ne soit pas gros, car j'irai et reviendrai à pied. 60 miles dans chaque sens, c'est une longue étape. » Hindley demanda un violon, puis Miss Cathy fut interrogée à son tour. Elle avait à peine 6 ans, mais elle était capable de monter tous les chevaux de l'écurie et elle choisit une cravache. Le maître ne m'oublia pas, car il avait bon cœur, bien qu'il fût parfois assez sévère. Il promit de me rapporter des pommes et des poires plein sa poche. Puis il embrassa ses enfants, nous dit au revoir et partit. Les 3 jours que dura son absence nous parurent à tous bien longs et souvent la petite Cathy demandait quand son père rentrerait. Miss Earnshaw l'attendait pour le souper le 3e soir, et elle retarda le repas d'heure en heure. Mais il n'arrivait toujours pas, et à la longue les enfants se fatiguèrent de courir à la porte d'entrée pour regarder. La nuit vint. Leur mère avait voulu les coucher, mais ils l'attendrirent par leurs supplications pour rester. À 11 heures, le loquet de la porte se souleva doucement et le maître entra. Il se jeta sur une chaise, moitié riant, moitié grognant, et leur enjoignit à tous de ne pas approcher car il était quasiment mort. On lui offrirait les 3 royaumes qu'il ne recommencerait pas une pareille course. Et avec cela être chargé en périr, dit-il en ouvrant son manteau qu'il tenait roulé dans ses bras. Vois, ma femme, je n'ai jamais été si exténué de ma vie. Mais il te faut accepter mon fardeau comme un présent de Dieu, bien qu'il soit presque aussi noir que s'il sortait de chez le diable.
Nous fîmes cercle et, par-dessus la tête de Miss Cathy, j'aperçus un enfant malpropre, déguenillé, aux cheveux noirs, assez grand pour marcher et parler. À son visage, on l'eût même jugé plus âgé que Catherine. Pourtant, quand il fut sur ses pieds, il se borna à regarder d'un air étonné autour de lui et à baragouiner indéfiniment quelque chose que personne ne put comprendre. J'étais effrayée et Miss Earnshaw était toute prête à le jeter à la porte. Elle s'emporta, demandant quelle idée son mari avait eue d'amener chez lui ce petit bohémien quand ils avaient leurs propres enfants à nourrir et à élever. Que comptait-il en faire? Était-il devenu fou? Le maître essaya de s'expliquer. Mais il était vraiment recru de fatigue, et tout ce que je pus comprendre, au milieu des récriminations de sa femme, c'est qu'il avait rencontré l'enfant mourant de faim, abandonné, et pour ainsi dire muet dans les rues de Liverpool. Il l'avait recueilli et s'était enquis de son propriétaire. Pas une âme ne savait à qui il appartenait, dit-il. Et l'argent comme le temps dont il disposait étant limité, il jugea préférable de le ramener sur le champ chez lui, plutôt que de se livrer à de vaines et dispendieuses démarches là-bas, car il était résolu de ne pas le laisser dans l'état où il l'avait trouvé. En fin de compte, ma maîtresse se calma en maugréant, et M. Earnshaw me dit de le laver, de lui donner des effets propres, et de le faire dormir avec les autres enfants. Hindley et Cathy se contentèrent de regarder et d'écouter jusqu'à ce que la paix fût rétablie. Alors tous deux se mirent à explorer les poches de leur père pour y trouver les cadeaux qu'il leur avait promis. Hindley était un garçon de 14 ans, mais en retirant ce qui avait été un violon, écrasé et réduit en miettes dans le manteau, il pleura à chaudes larmes. Quant à Cathy, lorsqu'elle apprit que le maître avait perdu sa cravache en s'occupant de l'intrus, elle témoigna son déplaisir en faisant des grimaces et en crachant dans la direction de la stupide petite créature, ce qui lui valut une bonne gifle de son père pour lui apprendre à avoir des manières plus convenables. L'un et l'autre refusèrent absolument de partager leur lit et même leur chambre avec lui. Je ne fis pas preuve de plus de bon sens en le mettant sur le palier de l'escalier, avec l'espoir qu'il serait peut-être parti le matin. Soit par hasard, soit qu'il eût été attiré en entendant la voix de M. Earnshaw, il se glissa à la porte de ce dernier, qu'il y trouva quand il sortit de sa chambre. Une enquête fut ouverte pour savoir comment il était arrivé là. Je fus obligé de faire des aveux et, en récompense de ma poltronnerie et de mon inhumanité, je fus renvoyé de la maison. Telle fut l'entrée de Heathcliff dans la famille. Quand je revins quelques jours après, car je ne considérais pas que mon bannissement dût être éternel, j'appris qu'on l'avait baptisé Heathcliff. C'était le nom d'un fils mort en bas âge, nom qui, dès lors, lui servit ensemble de nom de baptême et de nom de famille. Miss Cathy et lui faisaient maintenant fort bon ménage. Mais Hindley le détestait et, pour dire la vérité, j'éprouvais pour lui le même sentiment. Nous le tourmentions et nous le traitions d'une manière indigne, car je n'étais pas assez raisonnable pour comprendre mon manque d'équité, et la maîtresse n'intervenait jamais en sa faveur quand elle le voyait victime d'une injustice. Il avait l'air d'un enfant morose et résigné. Endurci peut-être contre les mauvais traitements, il recevait les coups de Hindley sans sourciller, sans verser une larme. Et mes pinceaux n'avaient d'autre effet que de lui faire pousser un soupir et ouvrir de grands yeux, comme s'il se fût fait mal par hasard et que personne ne fût à blâmer. Ce stoïcisme mettait le vieil Earnshaw en fureur. Quand il surprenait son fils à persécuter le pauvre orphelin, comme il l'appelait, il se prit d'une affection singulière pour Heathcliff, croyant tout ce qu'il disait. Il disait d'ailleurs fort peu de choses, et généralement la vérité, et le gâtant bien plus que Cathy, qui était trop indisciplinée et trop entêtée pour être sa favorite. Ainsi, dès le début, Heathcliff fut la cause de dissentiments dans la maison. À la mort de Miss Earnshaw, qui survint moins de 2 ans après, le jeune maître regardait son père comme un tyran plus que comme un ami,
et Heathcliff comme l'usurpateur de l'affection de son père et de ses privilèges. Il s'aigrit peu à peu à force de songer à ses dénis de justice. Je sympathisai quelque temps avec lui, mais quand les enfants eurent la rougeole, que je dus les soigner et assumer tout d'un coup les devoirs d'une femme, mes idées changèrent. Heathcliff fut dangereusement atteint. Dans la période où il fut le plus mal, il voulait que je fusse constamment à son chevet. Je suppose qu'il sentait que je faisais beaucoup pour lui, et il n'était pas capable de deviner que j'y étais obligé. Quoi qu'il en soit, je dois dire que c'était l'enfant le plus tranquille qu'une garde ait jamais eu à surveiller. La différence que je constatai entre lui et les deux autres me força d'être moins partial. Cathy et son frère me fatiguaient terriblement. Lui ne se plaignait pas plus qu'un agneau, bien que le peu de soucis qu'il me donnait tînt à sa dureté au mal et non à sa douceur de caractère. Il triompha de la maladie. Le docteur affirma que c'était dans une large mesure grâce à moi et me félicita de mes soins. Je fus flatté de ses éloges. Je devins plus indulgente pour l'être qui me les avait valus, et c'est ainsi que Hindley perdut son dernier allié. Pourtant je n'étais pas féru de Heathcliff, et je me demandais souvent ce que mon maître trouvait tant à admirer dans ce garçon taciturne, qui jamais, à ma connaissance, ne donna le moindre signe de gratitude pour reconnaître sa bienveillance. Il n'était pas insolent envers son bienfaiteur, il était simplement insensible, tout en sachant parfaitement l'empire qu'il avait sur le cœur de celui-ci et en comprenant qu'il n'avait qu'à parler pour que toute la maison fût forcée de se plier à ses désirs. Par exemple, il me souvient que M. Earnshaw avait acheté un jour une paire de poulains à la foire de la paroisse et en avait donné un à chacun des deux garçons. Heathcliff prit le plus beau, mais celui-ci tomba bientôt boiteux. Quand il s'en aperçut, il dit à Hindley : « Il faut que tu changes de cheval avec moi. Je n'aime pas le mien. Si tu ne veux pas, je dirai à ton père que tu m'as battu 3 fois cette semaine et je lui montrerai mon bras qui est noir jusqu'à l'épaule. » Hindley lui tira la langue et lui donna une claque. « Tu ferais mieux de t'exécuter sans tarder, » insista Heathcliff en s'échappant sous le porche. « Tu y seras forcé et, si je parle de ces coups, ils te seront rendus avec intérêt. »« Sauve-toi, vaurien !» cria Hindley en le menaçant avec un poids de fer qui servait à peser les pommes de terre et le foin. « Lance-le !» répliqua l'autre sans bouger. « Et alors je raconterai comment tu t'es vanté de me jeter dehors dès que ton père sera mort. Et nous verrons si ce n'est pas toi qui seras jeté dehors sur le champ. » Hindley lança le poids, qui atteignit Heathcliff en pleine poitrine. Il tomba, mais se releva aussitôt, chancelant, pâle et la respiration coupée. Si je ne l'en eusse empêché, il serait allé droit au maître et aurait obtenu complète vengeance en laissant son état parler pour lui et en faisant deviner le coupable. « Prends mon poulain maintenant, bohémien, » dit le jeune Earnshaw. « Je souhaite qu'il te rompe le cou. Prends-le et va-t'en au diable, misérable intrus. Et soutire à mon père à force de cajolerie tout ce qu'il a. Seulement ensuite, montre-lui ce que tu es, suppôt de Satan. Tiens, attrape cela, et puisse une ruade te fendre le crâne. » Heathcliff s'était avancé pour détacher la bête et la changer de stalle. Il passait derrière elle quand Hindley termina son discours en le renversant sous les pieds du cheval et, sans s'arrêter pour examiner si ses espérances étaient réalisées, s'enfuit à toutes jambes. Je fus surprise de voir avec quel sang-froid l'enfant se releva et continua ce qu'il avait commencé. Il fit l'échange des selles et de tout le harnachement, puis s'assit sur une botte de foin pour se remettre avant de rentrer dans la maison du malaise occasionné par le violent coup qu'il avait reçu. Je le persuadai aisément de me laisser attribuer ses meurtrissures au cheval. Il se souciait peu de ce que l'on pouvait raconter, du moment qu'il avait eu ce qu'il voulait. Il se plaignait si rarement du reste de bagarres de ce genre, que vraiment je ne le croyais pas vindicatif. Je me trompais complètement, comme vous verrez. Chapitre 5. Avec l'âge, M. Earnshaw déclina.
Il avait été actif et d'une santé florissante. Pourtant ses forces l'abandonnèrent tout d'un coup. Quand il fut confiné au coin du feu, il devint extrêmement irritable. Un rien le fâchait. Le seul soupçon que son autorité fût méconnue le mettait presque hors des gonds. C'était particulièrement sensible lorsque quelqu'un essayait d'en imposer à son favori ou de lui demander un peu rudement. L'idée qu'on pourrait dire à ce dernier un mot désagréable créait chez lui une pénible inquiétude. Il semblait s'être mis dans la tête que, parce qu'il aimait Heathcliff, tous le haïssaient et ne pensaient qu'à lui jouer de mauvais tours. Cela nuisait à l'enfant, car les mieux intentionnés parmi nous ne voulaient pas contrarier le maître, de sorte que nous flattions sa partialité, et cette flatterie fut un riche aliment pour l'orgueil de Heathcliff et pour son caractère farouche. Mais c'était devenu une sorte de nécessité. 2 ou 3 fois, une manifestation de mépris de Hindley, dont s'aperçut son père, mit le vieillard en fureur. Il saisit sa canne pour le frapper, et frémit de rage en s'y voyant impuissant. Enfin, notre ministre, nous avions alors un ministre qui arrivait à joindre les deux bouts en donnant des leçons au petit Linton et au petit Earnshaw et en cultivant lui-même son lopin de terre. Notre ministre, disais-je, conseilla d'envoyer le jeune au collège. Monsieur Earnshaw y consentit, bien qu'à contre-cœur, car il déclara « Hindley n'est bon à rien et n'arrivera jamais à rien, où qu'il aille. » J'espérais sincèrement que nous aurions désormais la paix. Il m'était pénible de penser que sa bonne action pût rendre mon maître malheureux. Je m'imaginais que son irritabilité, résultat de l'âge et de la maladie, ne provenait que de ses ennuis de famille, comme il voulait lui-même le faire croire. En réalité, vous savez, monsieur, c'est l'affaiblissement de sa constitution qui était en cause. Nous aurions cependant pu continuer de vivre assez tranquillement sans 2 personnes, Miss Cathy et Joseph le domestique. Vous avez vu celui-ci là-haut, je pense. C'était et c'est encore vraisemblablement le plus odieux et le plus infatué pharisien qui ait jamais torturé une Bible afin d'en recueillir les promesses pour lui-même et d'en jeter les malédictions sur ses voisins. Par son adresse à sermonner et à tenir de pieux propos, il avait trouvé moyen de faire grande impression sur M. Earnshaw. Et plus le maître s'affaiblissait, plus l'influence de Joseph se développait. Il le tourmentait impitoyablement pour l'engager à s'occuper du salut de son âme et à élever ses enfants avec rigidité. Il l'encourageait à regarder Hindley comme un réprouvé, et tous les soirs il dévidait régulièrement un long chapelet d'histoires contre Heathcliff et Catherine. Il prenait toujours soin de flatter la faiblesse d'Earnshaw en chargeant surtout la dernière. Certes, elle avait des manières à elle, comme je n'en avais encore jamais vu chez un enfant. Elle mettait à bout la patience de tous 50 fois et plus par jour. Depuis le moment où elle descendait jusqu'à celui où elle allait se coucher, il n'y avait pas de minute où nous n'eussions à craindre quelque méfait de sa part. Elle était toujours excitée, sa langue toujours en train. Elle chantait, riait, taquinait tous ceux qui ne faisaient pas comme elle. C'était une indomptable petite friponne, mais elle avait l'œil le plus gai, le sourire le plus caressant et le pied le plus léger de toute la paroisse. Et en fin de compte, je crois qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, car lorsqu'elle était arrivée à vous faire pleurer pour de bon, il était rare qu'elle ne voulût pas vous tenir compagnie et ne vous obligeât pas de vous calmer pour la consoler. Elle était beaucoup trop entichée de Heathcliff. La plus grande punition que nous puissions inventer pour elle était de la tenir séparée de celui-ci. Pourtant, elle était grondée plus qu'aucun de nous à cause de lui. Dans ses jeux, elle aimait énormément faire la petite maîtresse. Elle avait la main leste et commandait à ses camarades. Elle essaya de me traiter ainsi, mais je ne voulus pas me charger de ses commissions ni me plier à ses exigences, et je le lui fis savoir. Quant à M. Earnshaw, il n'entendait pas la plaisanterie de la part de ses enfants. Il avait toujours été strict et grave avec eux. Catherine, de son côté, ne comprenait pas que son père fût plus irritable et moins patient dans son état maladif qu'il ne l'était au temps de sa vigueur. Ces maussades de réprimande faisaient naître en elle un malicieux plaisir à l'irriter.
Elle n'était jamais aussi contente que quand nous la grondions tous ensemble et qu'elle nous défiait de son regard effronté, impertinent et de ses réponses toujours prêtes. Elle tournait en ridicule les malédictions sacrées de Joseph, me taquinait et faisait juste ce que son père détestait le plus, en montrant comment son insolence affectée, qu'il croyait réelle, avait plus d'effet sur Heathcliff que la bonté que lui-même lui témoignait. Comment le jeune garçon obéissait à elle en tout et n'obéissait à lui que quand son obéissance s'accordait avec sa propre volonté. Après s'être conduite aussi mal que possible pendant toute la journée, elle venait quelquefois câliner le vieillard le soir pour se raccommoder avec lui. « Non, Cathy, disait-il, je ne veux pas t'aimer. Tu es pire que ton frère. Va dire tes prières, mon enfant, et demande pardon à Dieu. Je crains que ta mère et moi n'ayons pas lieu de nous féliciter de t'avoir élevé. » Cela la faisait pleurer au début, puis, à force d'être repoussée, elle s'endurcit et elle riait quand je lui conseillais de dire qu'elle regrettait ses fautes et de demander pardon. Mais enfin sonna l'heure qui mit un terme aux épreuves de M. Earnshaw ici-bas. Il mourut paisiblement, un soir d'octobre, assis au coin du feu. Un grand vent soufflait autour de la maison et rugissait dans la cheminée. C'était un bruit de tempête, d'ouragan. Pourtant, il ne faisait pas froid. Nous étions tous réunis, moi un peu éloigné du foyer, occupé à tricoter, et Joseph à lire sa Bible près de la table, car les serviteurs se tenaient à l'ordinaire dans la salle quand leur travail était fini. Miss Cathy avait été souffrante à cause de quoi elle restait tranquille. Elle était appuyée contre la jambe de son père, et Heathcliff était allongé par terre, la tête sur les genoux de Cathy. Je me rappelle que le maître, avant de s'assoupir, caressa ses jolis cheveux. Il n'avait pas souvent le plaisir de la voir gentille, et dit « Pourquoi ne peux-tu toujours être une bonne fille, Cathy ?» Elle leva la tête vers lui et répondit en riant « Pourquoi ne pouvez-vous pas toujours être un bonhomme, papa ?» Mais dès qu'elle le vit de nouveau fâché, elle lui baisa la main et dit qu'elle allait lui chanter une chanson pour l'endormir. Elle commença de chanter très bas, jusqu'au moment où les doigts de son père abandonnèrent les siens et où sa tête tomba sur sa poitrine. Je lui dis alors de se taire et de ne pas bouger de peur de l'éveiller. Nous restâmes tous muets comme des souris pendant une bonne demi-heure, et nous aurions continué encore plus longtemps si Joseph, ayant fini son chapitre, ne se fût levé en déclarant qu'il allait éveiller le maître, afin que celui-ci dît ses prières et allât se coucher. Il s'approcha, l'appela par son nom, et lui toucha l'épaule, mais, comme le maître ne remuait pas, Joseph prit la chandelle et le regarda. Je devinai qu'un malheur était arrivé quand il reposa la lumière et que, saisissant les enfants chacun par un bras, il leur dit tout bas de monter, de ne pas faire de bruit. Il pouvait réciter leurs prières tout seul ce soir, lui-même avait quelque chose à faire. « Je veux d'abord dire bonsoir à papa, » répliqua Catherine en lui mettant les bras autour du cou, avant que nous eussions pu l'arrêter. La pauvre enfant s'aperçut aussitôt de la perte qu'elle venait d'éprouver. Elle s'écria « Oh, il est mort! Heathcliff, il est mort !» Et tous deux jetèrent un cri déchirant. Mes lamentations se joignirent aux leurs, bruyantes et douloureuses, mais Joseph nous demanda à quoi nous pensions de pousser de pareils hurlements sur un saint qui était au ciel. Il me dit de mettre mon manteau et de courir à Gimmerton pour chercher le docteur et le pasteur. Je ne voyais pas quel service il pourrait rendre l'un ou l'autre maintenant. J'y allai néanmoins par le vent et la pluie et ramenai l'un d'eux, le docteur. L'autre dit qu'il viendrait dans la matinée. Laissant Joseph expliquer ce qui s'était passé, je courus à la chambre des enfants. Leur porte était entrebâillée et je vis qu'ils n'étaient pas couchés, bien qu'il fût plus de minuit. Mais ils étaient plus calmes et je n'eus pas besoin de les consoler. Les petits êtres se réconfortaient l'un l'autre avec de meilleures pensées que je n'en aurais pu trouver. Jamais pasteur n'a dépeint le ciel aussi beau qu'il le faisait dans leur innocent babillage.
et, tandis que j'écoutais en sanglotant, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter que nous y fussions tous réunis en sûreté. Chapitre 6. M. Hindley revint pour les funérailles. Et chose qui nous stupéfia et fit jaser les voisins de droite et de gauche, il nous revint avec une femme. Qui elle était, où elle était née, c'est ce dont il ne nous fit jamais part. Sans doute n'avait-elle ni dot ni nom qui la recommandasse, sans quoi il n'aurait pas dissimulé cette union à son père. Elle n'était pas femme à apporter par elle-même beaucoup de troubles dans la maison. Tout ce qu'elle vit, du moment qu'elle eut franchi le seuil, parut la ravir, ainsi que tout ce qui se passait autour d'elle, hormis les préparatifs de l'enterrement et la présence des veilleurs funèbres. Je la jugeai à moitié stupide d'après sa conduite en cette occasion. Elle courut à sa chambre, m'y entraîna bien que j'eusse à habiller les enfants, et s'assit toute frissonnante, les mains jointes, demandant sans cesse. « Sont-ils partis ?» Puis elle se mit à décrire avec une émotion hystérique l'effet que lui produisait la vue du noir. Elle frémissait, tremblait, finit par se mettre à pleurer et, quand je lui demandai ce qu'elle avait, me répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait si grand peur de mourir. Je pensai qu'elle n'était pas plus menacée de mourir que moi-même. Elle était plutôt mince, mais jeune, avec des couleurs vives et des yeux qui étincelaient comme des diamants. J'avais remarqué, il est vrai, qu'elle s'essoufflait en montant l'escalier, que le moindre bruit soudain la faisait tressaillir, et qu'elle toussait parfois d'une façon inquiétante. Mais je n'avais pas idée de ce que signifiaient ces symptômes et ne me sentais pas porté à sympathiser avec elle. Nous ne nous attachons pas en général aux étrangers ici, monsieur Lockwood, afin qu'ils ne s'attachent à nous d'abord. Le jeune Earnshaw avait beaucoup changé pendant ces 3 années d'absence. Il avait maigri, avait perdu ses couleurs, parlait et s'habillait tout différemment. Le jour même de son retour, il nous enjoignit à Joseph et à moi de nous cantonner à l'avenir dans la cuisine et de lui laisser la salle. Il aurait même voulu faire mettre un tapis et du papier dans une chambre disponible pour en faire un petit salon. Mais sa femme était si enchantée du dallage blanc, de la grande cheminée brillante, des plats d'étain, de la case aux faïences, du chenil et du vaste espace dont on disposait dans cette salle où il se tenait d'habitude, qu'il jugea la réalisation de ce projet inutile à son bien-être et qu'il l'abandonna. Elle manifesta aussi le plaisir qu'elle avait à trouver une sœur parmi ses nouvelles relations. Elle bavarda avec Catherine, l'embrassa, courut partout avec elle et lui fit quantité de présents au début. Son affection se fatigua bien vite cependant et, quand elle devint maussade, Hindley devint tyrannique. Quelques mots laissant paraître que Heathcliff déplaisait à sa femme suffirent pour réveiller en lui toute sa haine pour le garçon. Il le repoussa de leur société dans celle des domestiques, le priva des enseignements du ministre, voulut qu'ils fussent remplacés par des travaux au dehors et exigea de lui le même labeur que d'un valet de ferme. Heathcliff supporta son avilissement assez bien dans les premiers temps, parce que Cathy lui enseignait ce qu'elle apprenait, travaillait et jouait avec lui dans les champs. Tous deux promettaient vraiment de devenir aussi rudes que des sauvages. Le jeune maître ne s'occupait en rien de la manière dont il se conduisait, ni de ce qu'il faisait, pourvu qu'il ne les vît point. Il n'aurait même pas tenu la main à ce qu'ils allassent à l'église le dimanche si Joseph et le ministre ne lui eussent adressé des remontrances sur son indifférence à l'égard de leurs absences. Ce qui lui faisait souvenir d'ordonner le fouet pour Heathcliff et une privation de dîner ou de souper pour Catherine. Mais c'était un de leurs grands amusements que de se sauver dans la lande dès le matin et d'y rester toute la journée. La punition subséquente n'était plus qu'un objet de moquerie. Le ministre pouvait donner autant de chapitres qu'il voulait à apprendre par cœur à Catherine, et Joseph pouvait fouetter Heathcliff jusqu'à en avoir le bras engourdi. Ils oubliaient tout dès qu'ils étaient de nouveau réunis, ou du moins dès qu'ils avaient combiné quelque vilain plan de vengeance. Bien souvent je pleurais à part moi de les voir devenir chaque jour plus effrontés,
et je n'osais pourtant prononcer une syllabe par crainte de perdre le peu d'empire que j'avais encore sur ces deux êtres privés d'affection. Un dimanche soir, il arriva qu'ils furent chassés de la salle pour avoir fait du bruit ou pour quelques peccadilles du même genre. Quand j'allai les appeler pour le souper, je ne pus les découvrir nulle part. Nous fouillâmes la maison de haut en bas, la cour et les écuries, ils demeuraient invisibles. À la fin, Hindley, en furie, nous ordonna de verrouiller les portes et interdit à qui que ce fût de les laisser rentrer cette nuit-là. Tout le monde alla se mettre au lit. Pour moi, l'inquiétude m'empêchant de rester couché, j'ouvrai ma fenêtre et passai la tête au dehors pour écouter. Bien qu'il plût, j'étais déterminé à leur ouvrir malgré la défense s'ils revenaient. Au bout de quelque temps, j'entendis des pas sur la route et la lumière d'une lanterne brilla à travers la barrière. Je jetai un châle sur ma tête et courus pour les empêcher d'éveiller M. Ancho en frappant. C'était Heathcliff seul, et je tressaillis en ne voyant que lui. « Où est Miss Catherine ?» lui criai-je vivement. « Pas d'accident, j'espère !»« À Thrushcross Grange, répondit-il, et j'y serai aussi, s'ils avaient eu la politesse de me demander de rester. »« Eh bien, vous verrez ce que cela vous coûtera. Vous ne serez content que quand vous vous serez fait chasser. Que pouvez-vous bien faire à rôder du côté de Thrushcross Grange ? Laissez-moi enlever mes vêtements mouillés et je vous raconterai tout, Nelly. » Je lui recommandai de prendre garde de réveiller le maître et, pendant qu'il se déshabillait et que j'attendais pour souffler la chandelle, il poursuivit. Cathy et moi nous étions échappés par la buanderie pour nous promener à notre fantaisie. Apercevant les lumières de la grange, nous avons eu l'idée d'aller voir si les Linton passaient leur soirée du dimanche à grelotter dans les coins pendant que leurs parents mangeaient, buvaient, chantaient, riaient et se brûlaient les yeux devant le feu. Croyez-vous qu'il en soit ainsi ? Ou qu'ils lisent des sermons, qu'un vieux domestique les catéchise et qu'on leur donne à apprendre une colonne de noms de l'écriture s'ils ne répondent pas convenablement ? Probablement pas. Ce sont des enfants sages, sans doute. Et ils ne méritent pas le traitement qu'on vous inflige pour votre mauvaise conduite. Oh, pas de prêche, Nelly. Sottise que tout cela. Nous avons couru sans nous arrêter depuis le sommet des Hauts jusqu'au parc. Catherine complètement battue dans la course car elle était nu-pied. Vous pourrez chercher ses souliers dans les fondrières demain. Nous nous sommes glissés par un trou de haie, nous avons suivi à tâtons le sentier et nous nous sommes plantés sur une plate-bande de fleurs sous la fenêtre du salon. C'est de là que venait la lumière. On n'avait pas fermé les volets et les rideaux n'étaient qu'à demi tirés. Nous pouvions regarder à l'intérieur tous les deux en nous tenant debout sur le soubassement et en nous accrochant au rebord de la fenêtre. Et nous avons vu... Oh, c'était magnifique! Une splendide pièce avec un tapis rouge, des chaises et des tables couvertes en rouge, un plafond d'un blanc éclatant bordé d'or et, au milieu, une pluie de lames de verre suspendues par des chaînes d'argent et illuminées par la douce lueur de petites bougies. Le vieux monsieur et la vieille Miss Linton n'étaient pas là. Edgar et sa sœur étaient tout seuls. N'auraient-ils pas dû être heureux? Nous nous serions crus au ciel, nous. Eh bien, savez-vous ce que faisaient vos enfants sages? Isabelle, je crois qu'elle a 11 ans, un an de moins que Cathy, était couchée sur le parquet à l'extrémité de la pièce, criant comme si des sorcières la lardaient avec des aiguilles chauffées à blanc. Edgar, près du feu, pleurait en silence. Au milieu de la table était assis un petit chien qui secouait sa patte et qui glapissait. À leurs mutuelles accusations, nous comprîmes qu'ils l'avaient presque écartelé à eux deux, les idiots. Voilà à quoi ils s'amusaient. Se disputer un paquet de poils chauds et se mettre à pleurer parce que tous deux, après s'être battus pour l'avoir, refusaient de le prendre. Nous avons ri de bon cœur à la vue de ces enfants gâtés. Quel mépris nous avions pour eux! Quand me verrez-vous désirer d'avoir ce que désire Catherine? Ou quand nous trouverez-vous tous deux seuls nous amusant à sangloter, à nous rouler par terre chacun à un bout de la chambre? Je ne changerai pour rien au monde ma situation ici pour celle d'Edgar Linton à Thrushcross Grange.
pas même si j'ai gagné le privilège de pouvoir jeter Joseph du haut du pignon le plus élevé et badigeonner la façade de la maison avec le sang de Hindley. Assez, assez, interrompis-je. Vous ne m'avez toujours pas dit, Heathcliff, comment vous aviez laissé Catherine là-bas. Je vous disais que nous rions, reprit-il. Les Linton nous ont entendus et, d'un même mouvement, se sont précipités à la porte comme des flèches. Il y a eu un silence, puis un cri. « Oh, maman, maman! Oh, papa, papa, maman, venez !» Réellement, ils ont vociféré quelque chose dans ce goût-là. Nous avons fait un bruit terrible pour les effrayer encore plus, puis nous avons lâché le rebord de la fenêtre parce que quelqu'un tirait les barres et que nous sentions qu'il valait mieux nous enfuir. Je tenais Cathy par la main et la pressais, quand tout à coup elle est tombée par terre. « Sauve-toi, Heathcliff, sauve-toi » a-t-elle chuchoté. « Ils ont lancé le bulldog et il me tient. » Le démon l'avait saisie par la cheville, Nelly. J'entendais son abominable grognement. Elle n'a pas poussé un cri. Non. Elle en aurait rougi, eût-elle été embrochée sur les cornes d'une vache en furie. Mais moi, j'ai crié. J'ai proféré assez de malédictions pour anéantir tous les démons de la chrétienté. Saisissant une pierre, je l'ai fourrée entre les mâchoires du chien et j'ai essayé de toute ma force de l'enfoncer dans sa gorge. Un animal de domestique a fini par arriver avec une lanterne en criant « Tiens bon, Skulker, tiens bon !» Il a changé de ton, cependant, quand il a vu la proie de Skulker et lui a fait lâcher prise en le suffoquant. La langue pourpre de la bête pendait d'un demi-pied hors de sa gueule, et de ses lèvres coulait une baffe sanglante. L'homme a relevé Cathy. Elle se sentait mal, non de crainte, j'en suis certain, mais de douleur. Il l'a portée dans la maison, je suivais en poussant des imprécations et des cris de vengeance. « Qu'a-t-il attrapé, Robert ?» a crié Linton de l'entrée. « Skulker a attrapé une petite fille, monsieur, et voilà un garçon, » a-t-il ajouté en me montrant le poing qui m'a tout l'air d'être un éclaireur. Vraisemblablement, les voleurs voulaient les faire passer par la fenêtre pour ouvrir les portes à la bande quand tout le monde aurait été endormi, afin de pouvoir nous assassiner à leur aise. « Taisez-vous, voleur mal embouché, cela vous vaudra la potence. »« Monsieur Linton, ne quittez pas votre fusil. »« Non, non, Robert, dit le vieil imbécile. Les coquins savaient qu'hier était le jour de mes loyers. Ils ont cru faire un bon coup. Entrez, je vais leur offrir une réception. Là, John, attachez la chaîne. Donnez un peu d'eau à Skulker, Jenny. Défier un magistrat dans sa forteresse, et un jour de sabbat encore, où s'arrêtera leur insolence? Oh, ma chère Marie, regardez! N'ayez pas peur, ce n'est qu'un gamin. Pourtant, la scélératesse est bien peinte sur son visage. Ne serait-ce pas un bienfait pour le pays de le pendre sur le champ avant que son naturel, révélé par ses traits, se manifeste par des actes? Il m'a poussé sous le lustre. Miss Linton a chaussé ses lunettes et levé les mains avec un geste d'horreur. Les poltrons d'enfants se sont rapprochés aussi. Isabelle balbutiait. « Quel être affreux! Mettez-le dans la cave, papa. Il ressemble tout à fait au fils de la diseuse de Bonaventure qui m'a volé mon faisan apprivoisé. N'est-ce pas, Edgar ?» Pendant qu'il m'examinait, Cathy est arrivée. Elle avait entendu ses dernières paroles et elle s'est mise à rire. Edgar Linton, après lui avoir lancé un regard inquisiteur, a repris suffisamment ses esprits pour la reconnaître. Il nous voit à l'église, vous savez, et nous ne les rencontrons d'ailleurs que là. « C'est Miss Earnshaw, » disait-il tout bas à sa mère. « Et regardez comme Skulker l'a mordu, comme son pied saigne. »« Miss Earnshaw, quelle bêtise !» s'est écriée la dame. « Miss Earnshaw battant le pays avec un bohémien. Et pourtant c'est vrai, l'enfant est en deuil. Sûrement c'est elle. Et elle est peut-être estropiée pour la vie. Quelle coupable négligence de la part de son frère, a gémi M. Linton, me quittant pour se tourner vers Catherine. J'ai entendu dire par Childers, c'était le pasteur, monsieur, qu'il l'a laissé croître dans l'impiété la plus complète. Mais qui est l'autre? Où a-t-elle ramassé ce compagnon? Oh,
C'est certainement cette étrange acquisition que feu mon voisin avait faite lors de son voyage à Liverpool. Un petit lascar, ou quelques rebuts de l'Amérique ou de l'Espagne. Un méchant garçon en tout cas, a observé la vieille dame, et tout à fait déplacé dans une maison honnête. Avez-vous remarqué son langage, Linton? Je suis scandalisé que mes enfants l'aient entendu. J'ai recommencé à jurer. Ne vous fâchez pas, Nelly. Et Robert a reçu l'ordre de me mettre dehors. J'ai refusé de m'en aller sans Cathy. Il m'a traîné dans le jardin, m'a forcé de prendre la lanterne, m'a assuré que M. Earnshaw serait informé de ma conduite et, m'enjoignant de me mettre en route sur le champ, a refermé la porte. Les rideaux étaient encore relevés dans un coin et j'ai repris mon poste d'observation car, si Cathy avait désiré repartir et qu'ils n'eussent pas voulu la laisser sortir, j'avais l'intention de briser leurs grandes vitres en 1 000 000 de morceaux. Elle était tranquillement assise sur le sofa. Miss Linton lui a enlevé le manteau gris de la laitière que nous avions emprunté pour notre excursion, en secouant la tête et en lui adressant des remontrances, je suppose. Cathy était une jeune fille de bonne naissance, et il faisait une distinction entre les manières de nous traiter, elle ou moi. Puis la femme de chambre a apporté une cuvette d'eau chaude et lui a lavé les pieds. Monsieur Linton lui a préparé un grand verre de négus. Isabelle lui a vidé une assiette de gâteau sur les genoux, pendant qu'Edgar, bouche bée, la regardait de loin. Ensuite, ils ont séché et peigné ses beaux cheveux, lui ont donné une paire d'énormes pantoufles et l'ont poussée près du feu. Je l'ai laissée, aussi gaie qu'elle pouvait l'être, en train de partager ses gâteaux au petit chien et à Skulker dont elle pinçait le nez pendant qu'il mangeait. Sa vue faisait luire dans les ternes yeux bleus des Linton une étincelle de vie, vague reflet de sa figure enchanteresse. Je voyais qu'ils étaient remplis d'une admiration stupide. Elle est si démesurément supérieure à eux, à n'importe qui sur terre, n'est-ce pas, Nelly? Cette histoire-là aura plus de suite que vous ne croyez, répondis-je en bordant son lit, en éteignant la lumière. Vous êtes incorrigible, Heathcliff. Et M. Hindley sera obligé d'en venir à des mesures extrêmes, vous verrez. Mes paroles se trouvèrent plus vraies que je ne le désirais. Cette malencontreuse aventure rendit Earnshaw furieux. Puis M. Linton, pour arranger les choses, nous rendit visite le lendemain et fit au jeune maître une telle leçon sur sa façon de diriger sa famille que ce dernier se décida à s'occuper sérieusement de ce qui se passait chez lui. Heathcliff ne fut pas fouetté, mais il fut averti qu'au premier mot qu'il adresserait à Miss Catherine, il serait infailliblement chassé. De son côté, Miss Earnshaw entreprit de discipliner un peu sa belle-sœur quand celle-ci rentra à la maison. Elle usa d'adresse et non de force. Par la force, elle ne serait arrivée à rien.